Bienvenue à ce troisième webinaire de notre programme Soyons clairs. Alors, on va aborder le sujet de la traçabilité aujourd'hui par le biais d'un cas d'usage. Donc, on va être vraiment dans le concret, et on est d'autant plus dans le concret que un de nos intervenants, Hugo, est en direct du salon Vinexpo Paris. Donc, c'est pour ça qu'on verra peut-être des gens qui passent derrière. Le sujet aujourd'hui, donc, c'est la traçabilité. On n'a jamais autant utilisé et entendu parler de la traçabilité. On le comprend bien puisque c'est le socle d'une démarche RSE solide. Mais on sait aussi que la traçabilité, elle ne se déclare pas, elle ne se décrète pas, elle se prouve. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler d'un outil blockchain qui permet, donc, qui est une innovation au service de la RSE, mais pas que. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Benoît Rousseau, qui est le responsable innovation du groupe InVivo, qui va nous parler en détail justement de cette mise en œuvre. Et pour lui répondre, Hugo Cérès, qui est le directeur commercial de Crystal Chain. Alors pour ma part, je suis donc Karine Leclerc-Margraff, directrice image et marketing chez Crystal Chain. Voilà, donc je connais un peu le sujet aussi. Donc la première question, Benoît, je vous propose dans un premier temps peut-être une rapide présentation et un point de situation. Donc peut-être une présentation des activités du groupe InVivo et puis un point sur la mise en œuvre du projet blockchain. Oui, bonjour à tous. Ravi, merci pour l'invitation, pour partager un petit peu les différents projets qu'on a menés avec Crystal Chain autour des sujets blockchain. Donc, je suis Benoît Rousseau, je suis responsable innovation alors chez Soufflé depuis 2016 et depuis un an sur le périmètre InVivo, puisque InVivo a fait l'acquisition du groupe Soufflé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc je pense que la plupart des personnes qui participent à ce webinaire connaissent au moins de nom le groupe InVivo. On agit principalement sur l'amont agricole, on va dire. Donc on est un acteur de premier rang sur la dimension amont agricole, donc la partie agriculture et négoce notamment sur principalement les grandes cultures, mais pas que. Et puis, on a aussi des activités, alors tout historiquement périmètre Soufflé, sur la partie première et deuxième transformation, donc sur les filières orge et blé, donc sur le domaine de la boulangerie et viennoiserie notamment, et puis sur le domaine du malt, plus particulièrement dans le domaine de l'orge, et puis également chez Cordier, côté InVivo, sur le domaine du vin, sur une activité notamment de négoce, distribution et de production de vin. Et puis également sur un autre pilier, sur la partie retail, avec un projet qui fait pas mal parler de lui depuis quelques semaines, qui s'appelle le projet Teract, qui a une grosse ambition sur la partie repenser le modèle du retail au service de l'agroalimentaire français et de la transformation et de la création de valeur notamment. Donc, voilà un petit peu les grandes activités. Donc, moi, tout ce périmètre, je suis en responsable de l'innovation et donc j'accompagne les différentes alors business units ou entreprises du groupe, on va dire, dans leur transformation, l'appropriation des nouvelles technologies et la création de business models associés, soit sur la partie service client, soit sur des choses un peu plus simples comme l'excellence opérationnelle. Voilà très brièvement pour ma part. Super, merci, très clair. Hugo? Oui, merci Karine. Donc pour ma part, donc Hugo Cérès, je suis directeur commercial comme Karine l'a mentionné. Juste un petit point donc de contexte donc de côté Crystal Chain. Donc Crystal Chain, c'est une société qui a été créée en 2016 sur le domaine en fait de la traçabilité. Donc notre expertise en fait de base est réellement la traçabilité. Pour cela, en fait, on a choisi une technologie qui est la technologie blockchain. Pour associer en fait la captation de l'information tout au long d'une chaîne de valeur, hein, depuis la matière première jusqu'au produit fini. La blockchain, ça a l'intérêt quand même de pouvoir décentraliser l'information, donc de responsabiliser les acteurs de la chaîne de valeur qui partagent une information dont ils sont responsables. Donc c'est quand même assez engageant dans une démarche de transparence, une démarche vertueuse autour des projets qu'on peut mener. Le point principal, et je pense que ça va être en grande partie l'objet de ce webinaire, c'est aussi la capacité d'accompagnement en fait des acteurs, des différents acteurs sur la chaîne de valeur. Alors à la fois sur le côté industriel, mais également sur le côté amont, qui est souvent une partie qui est
assez éclatée, assez disons, éparse en termes de maturité digitale. Donc, il faut aussi également pouvoir accompagner ces acteurs, fédérer en fait autour de ce projet de traçabilité pour pouvoir capter ces données, les faire remonter et en dégager en fait une valeur pour tout à chacun tout au long de la chaîne. Donc c'est notamment ce qu'on a mis en place maintenant depuis 2 ans avec le groupe Invivo et ce qu'on développe d'année en année sur les différentes entreprises du groupe. Super, merci beaucoup Hugo. D'ailleurs, petite aparté, pour les personnes qui nous écoutent, donc je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure et a priori, on y répondra à la fin du fil de questions qu'on a prévu d'aborder. Benoît, qu'est-ce qui pousse au départ le groupe Invivo à mettre en place la traçabilité? Alors, comme j'ai dit en introduction, on est présent sur de nombreux maillons des différentes filières agroalimentaires, notamment la partie grande culture. Donc la partie traçabilité, d'une manière générale, je pense notamment en France, l'agroalimentaire français est très challengé sur la partie traçabilité et l'excellence de la qualité des produits qui sont manufacturés en France. Donc ça fait partie de l'ADN du groupe de maîtriser la traçabilité. On est tous soumis à beaucoup de réglementations et de pression là-dessus. Et en plus, donc côté soufflé, il y a quelques années, on a lancé une démarche qui s'appelait Semons du Sens, qui s'appelle d'ailleurs toujours Semons du Sens, et qui a pour mission d'accompagner les acteurs de l'agroalimentaire dans la construction, l'élaboration de cahiers des charges sur des filières, que ce soit sur du blé, de l'orge ou d'autres secteurs, notamment sur la partie grande culture. On va accompagner sur la mise en place de cahiers des charges pour répondre aux exigences de nos clients en première, deuxième transformation et contribuer aussi au changement de l'agriculture vers une agriculture plus responsable, plus durable et qui assure une juste rémunération des agriculteurs. Donc c'est vraiment au cœur de nos enjeux et de nos expertises d'être dans ces démarches filières et pour nous c'est ça qui est le cœur, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de mettre la blockchain pour la blockchain, c'est vraiment de garder des filières et d'avoir une vraie histoire à raconter et de mettre ensuite la technologie blockchain, notamment à travers Crystal au service de ce qu'on fait et comment on le fait et comment on le voit. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment le cœur du business. Et après, c'est de se dire que on a d'autres initiatives, typiquement sur Cordier, donc sur la partie vin, où se trouve notamment Hugo aujourd'hui. On a une démarche qui s'appelle Terra 300, Terra 360 qui est une démarche RSE aussi, qui sous-tend tout un ensemble d'initiatives, de projets, de démarches, de bonnes pratiques. Et de cette même manière, on vient en fait, via la technologie, via la donnée, justifier, comme c'était dit en introduction, on est dans du marketing de la preuve aujourd'hui. La seule confiance ne suffit pas. Et donc l'idée, c'est comment on peut identifier certains critères, certains éléments qu'on va pouvoir mettre en avant et à travers ce type de dispositif aujourd'hui. Voilà rapidement un Effectivement. peu les enjeux. Moi, je pense que ça, Hugo, effectivement, peut-être tu reviendras dessus. Effectivement, la force de la blockchain comme un vrai outil de preuve. Du coup, effectivement, quand vous abordez la mise en œuvre de la traçabilité, donc avec la blockchain, est-ce que vous aviez déjà dans l'optique quand même de déployer et est-ce que c'était évident qu'il fallait commencer par telle, telle ou telle structure, telle entreprise du groupe? Alors là, je vais revenir sur le fonctionnement, comment on travaille en termes d'innovation sur ces sujets-là au niveau du groupe historiquement. Le principe, c'est d'identifier des opportunités et de les tester sur une business unit ou un cas particulier, déjà pour en valider la pertinence, la valeur. Je parle même pas de retour sur investissement, mais vraiment la notion de valeur et de voir notre capacité de mise en œuvre. Donc on a initialement démarré il y a plusieurs années sur la filière blé. Forcément, on se projette dans une logique de si ça fonctionne, on va le déployer au maximum sur d'autres business units. Mais on y va, je dirais, modestement et dans un périmètre qui est contraint pour bien définir ce qu'on veut faire et évaluer la performance.
et systématiquement, que ce soit pour la blockchain ou d'autres techno, on fonctionne comme ça et après on fait de l'essaimage au niveau du groupe en essayant de capitaliser au maximum sur les compétences qui ont été développées dans le cadre du projet. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'avait initié en effet sur le blé, mais rapidement on l'a diffusé à d'autres références sur le blé, mais aussi sur d'autres métiers comme la malterie où on a monté rapidement une plateforme sur laquelle on a pu accélérer la montée en compétences parce qu'on a appris sur les premiers pilotes et qu'on a mieux identifié ce qu'on voulait mettre en œuvre, les communications qu'on voulait mettre dedans, l'usage de la donnée qui était nécessaire à utiliser et à remonter. Et c'est vrai que la force du groupe Soufflé à l'époque et InVimo maintenant, c'est qu'on est relativement intégré, c'est-à-dire qu'on a une capacité à mettre énormément de maillons de la filière autour de la table pour travailler là-dessus. Donc c'est aussi un point important puisqu'on peut bien remonter de l'agriculteur à la partie coopérative ou négoce et ensuite la partie première, deuxième transformation. En tout cas sur la partie Malte, on s'arrête là, mais c'est là où il a fallu un petit peu challenger comment aller au-delà. Mais donc oui, l'enjeu, il est bien systématiquement de se dire comment on teste des choses pour les déployer massivement, parce qu'on considère que du coup ça a de la valeur, et donc si ça a de la valeur, on le met au service de la création de valeur et des impacts qu'on veut rechercher dans nos offres auprès de nos clients ou nos partenaires. Merci. Et effectivement, Ouais, Benoît, à travers les... Pardon, vas-y Hugo. non, mais c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est vrai que les projets de traçabilité, la plupart du temps, peuvent paraître assez vertigineux. C'est des sujets qui sont vraiment complexes à mettre en place. Alors, pas d'un point de vue technique ou technologique, parce que la donnée, en fait, est la plupart du temps quand même accessible dans des systèmes qui sont déjà en place dans les entreprises. Le problème, en fait, c'est plus un problème de conduite du changement et d'accompagnement, en fait, sur ce type de projet. Donc, comment faire partager, en fait, la donnée, comment fédérer, du coup, autour de ce projet des gens d'origine, de maturité digitale différente, de points de vue aussi, et puis d'objectifs différents. Hein, enfin, faire comprendre aussi à l'amont qu'ils ont un intérêt à faire, à partager de l'information sans en être dépossédés. Donc en fait, c'est réellement le vrai enjeu aussi d'un projet de traçabilité, c'est son évolution, tant dans son périmètre concentrique d'acteurs en fait qui rejoignent la plateforme de plus en plus nombreux, mais aussi vertical dans le sens en fait de la granularité, de la précision de la donnée qu'on va pouvoir remonter petit à petit. Donc c'est pour ça que en tout cas tous les projets qu'on mène sont des projets qui sont la plupart du temps sur un projet pilote, comme l'a mentionné Benoît, donc sur un périmètre assez restreint. Et petit à petit, en fait, on vient justement développer ces deux éléments, à savoir le nombre d'acteurs sur la plateforme et la granularité et la précision de la donnée qu'on va pouvoir venir capter. Oui, effectivement, d'où l'importance aussi d'ailleurs de ce type de webinaire et de témoignages un peu autour de cas concrets parce que, comme tu le dis Hugo, effectivement, la conduite du changement, les transformations, c'est toujours des choses qui peuvent générer un peu de stress ou de questionnement en tout cas. Hein. Du coup, en fait, dans les différentes mises en œuvre que vous avez déjà faites au sein du groupe InVivo, Benoît, vous avez donc le premier cas, c'était vraiment dans le B2B. Le deuxième, davantage dans le B2C. Est-ce que c'est des manières d'aborder les sujets et les problématiques est-ce qu'on les aborde totalement différemment ou pas et... Alors, c'est vrai que les premiers projets qu'on a fait, on était, notamment sur la filière blé, on était metteur en marché des produits. C'est-à-dire qu'on avait la main sur le packaging, la marque, etc. Donc, on était sur un périmètre assez confortable. Mais on s'est projeté sur le fait de dire, ça rejoint un peu la question d'avant, en disant comment on peut l'utiliser sur le malt notamment, où on n'est pas brasseur, nous on s'arrête au maillon de malteur, donc on n'a pas la capacité à poser un QR code. Enfin, on peut poser un QR code sur nos sachets de malt, mais ça va pas intéresser grand monde d'un point de vue consommateur. Donc, la question était de se dire comment nous, en tant qu'acteurs de premier rang aussi sur la partie malt, on peut accompagner nos clients brasseurs à rentrer dans cette démarche de transparence et de preuve pour exposer, je dirais,
notre maîtrise des approvisionnements d'orge et de transformation du malt. Donc en fait, on a monté une petite cellule de réflexion en se disant mais comment on peut nous éventuellement imaginer une plateforme de valorisation de la traçabilité de nos maltes pour nos clients brasseurs qui ne sont pas forcément déjà demandeurs ou en capacité d'exploiter ces informations-là. Et donc, on a imaginé une plateforme qui leur permettait de venir chez nous, en fait, et de capitaliser et d'utiliser la traçabilité des maltes pour les valoriser sur leur bière. Donc, du coup, on a monté le projet qui s'appelle Transparency, qui est une plateforme de valorisation du malt adossée complètement à la technologie de Crystal Chain. Et le principe est vraiment de nous valoriser notre maturité et notre capacité à partager les informations de traçabilité des maltes de l'amont agricole jusqu'à la bouteille de bière. Et donc, on a monté une offre qui est double, hein, à la fois pour les artisans brasseurs, donc des petits, une partie artisanale sur lesquelles ils n'ont pas forcément des systèmes d'exploitation digitalisés et autres. Et donc, on a développé une interface qui leur permet de saisir à minima des informations pour exploiter cette traçabilité complète et bénéficier de l'expérience utilisateur des applications de restitution de la traçabilité. Et en même temps, d'avoir une plateforme qui est aussi robuste pour accompagner des brasseurs de taille plus importante, des brasseurs internationaux, sur lesquels on va complètement s'interconnecter avec eux et être en capacité de la même manière de connecter leur traçabilité à la nôtre d'un point de vue digital automatique et du coup d'être capable pour ces clients-là d'apposer un QR code sur leur bouteille de bière, leur pack de bière ou leur canette et de récupérer tous les éléments. Donc, on a notamment aujourd'hui une annonce qui va être faite sur un gros partenaire avec qui on a adossé ce support-là. Donc, c'est encore un petit peu tôt, je crois que je peux pas annoncer tout de suite le nom, mais vous aurez les infos d'ici la fin de matinée ou au début d'après-midi. Mais voilà, c'est cette capacité à avoir anticipé de notre côté à monter cette plateforme avec une vraie vision, une vraie conviction. On avait fait des études de marché, de positionnement, d'impact, et du coup de positionner une offre qui répondait aux attentes de nos clients et d'être un partenaire de nos clients sur l'appropriation de ces usages. Donc ça, c'est un point qui est assez satisfaisant pour nous et sur lesquels on a encore quelques idées dans les tiroirs aussi. Super. Oui, je crois qu'effectivement, pour l'annonce, il faut peut-être attendre même la fin du webinaire pour. Oui. Hugo, éventuellement, est-ce que sur le point justement de l'approche, ou est-ce que peut-être on en parle après avec la question, est-ce qu'on a pu justement, avec les différents projets, définir et commencer à mettre vraiment en place des bonnes pratiques et qui ont pu effectivement bénéficier d'une entreprise du groupe à d'autres? Ce qui est sûr, en fait, c'est que déjà, on voit en fait un positionnement qui rentre du coup qui infuse de plus en plus en fait dans l'ADN du groupe InVivo. On commence en fait avec une problématique qui était plus en fait tournée autour de la matière. On voit après que ça peut faire un avantage aussi pour InVivo auprès de ses clients. Donc en fait, c'est réellement ça. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on arrive enfin, et ce qu'on cherche, hein, c'est des réels partenariats comme on peut l'avoir avec le groupe pour pouvoir justement comprendre la valeur que peut dégager la traçabilité. C'est comme le disait Benoît, c'est pas forcément faire de la blockchain pour la blockchain. Hein, c'est pas de profiter de ce mot, de ce buzzword pour pouvoir faire uniquement de la communication, mais c'est surtout en fait pouvoir en dégager de la valeur à la fois sur la partie amont et sur la partie aval, à la fois sur la communication aussi de la marque, qui peut en fait justement associer sa démarche, comme certains groupes, sur un apport en fait de la preuve au travers de la donnée de traçabilité. Benoît, éventuellement, un complément sur. Non, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une démarche que je trouve vertueuse dans l'approche de se poser les questions, de pouvoir étendre au maximum cette capacité de transparence, indépendamment du métier. C'est de se poser la question jusqu'où on peut s'approprier cette technologie et l'utiliser pour valoriser
déjà des bonnes pratiques qui sont en place sur l'ensemble des métiers, et c'est simplement un révélateur de plus pour communiquer et valoriser auprès du consommateur ou de nos clients. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça reste le client et le consommateur final qui reste au centre de la démarche et qui drive, je dirais, tous les incentives qu'on peut mettre en place. Parfait. Bon, j'ai une remarque d'un des intervenants qui a des petits problèmes, donc j'espère que les autres peuvent nous suivre sans souci, mais apparemment oui. Est-ce que, alors justement, une autre question sur l'onboarding. Est-ce que c'était une demande qui venait du terrain? Est-ce que c'était les entreprises qui ont posé la question ou c'était plutôt une démarche du groupe? Voilà, puis après on passera à d'autres sujets, mais Euh, en tout cas pour savoir comment on euh, amorce ce type de projet qui effectivement est assez important. Au, au- au tout début, enfin, la blockchain, ça fait quelques années maintenant qu'on en entend parler. Alors, c'est de moins en moins un buzzword et de plus en plus dans le quotidien de chacun et on oublie presque le mot. Mais c'est vrai que c'est pas forcément venu directement du métier au début, dans le sens où commencer à parler de transparence, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur à la base en disant mais je veux pas partager 100% de mon savoir-faire, de mes expertises, de mes approvisionnements, etc. Donc il y avait un peu une appréhension sur ces sujets-là. Et puis petit à petit, en faisant des ateliers, en partageant, en mettant tous les métiers concernés autour de la table pour co-construire la solution et puis un petit peu démystifier tout ça, c'est quelque chose qui s'est monté et en fait, ça a fait boule de neige puisque une fois qu'on a eu les premiers succès sur ce type d'application, c'est plutôt les métiers, je dirais, du groupe qui venaient voir dans quelle mesure ils pouvaient eux aussi bénéficier de cette technologie-là et le contextualiser. On ne peut pas transposer à l'identique d'une BU à l'autre. Il y a un peu de travail d'adaptation et de revenir aux fondamentaux sur quelles informations on veut restituer au consommateur final. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose qui est devenu assez alors plus très innovant entre guillemets, même s'il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'est assez vulgarisé et qui maintenant devient presque un incontournable à moyen terme, on va dire, pour l'ensemble des marques. J'entendais ce matin qu'on parlait de plus en plus que les codes barres sur les produits allaient disparaître au profit de QR code, notamment pour valoriser ça. Donc on est dans cette tendance de fond. La question, c'est est-ce qu'on la suit ou est-ce qu'on la crée et voilà, l'idée, c'est comment on peut le faire de plus en plus vite et de mieux en mieux pour la suite. Bon, visiblement, chez InVivo, on est plutôt à la créer, alors du coup, On à être essaye en tout leader. cas d'être sur ces sujets-là. Après, on fait peut-être pas tout bien, mais on essaie d'avancer et surtout de le faire en permanence en contact avec nos clients ou les consommateurs pour éviter d'avoir des fausses bonnes idées ou en tout cas d'être un peu trop déconnecté des attendus mais clients. Et donc ça, systématiquement, on travaille notamment beaucoup avec le marketing. J'en profite ouais, c'est vraiment un duo important, marketing et innovation sur ces sujets-là, parce que on parle de la technologie derrière avec toute la complexité que ça peut représenter des fois d'aller chercher les données en automatique, s'assurer qu'elles soient de qualité, conformes, etc. Mais une fois qu'on a la donnée brute, il y a toute la manière de la valoriser jusqu'au consommateur final avec les bons mots, les bonnes expressions, les bonnes illustrations. Et ça, c'est un point important de travailler de concert avec eux sur ce point-là. C'est intéressant dans votre témoignage, Benoît, effectivement, parce que tout à l'heure, Hugo en parlait. Il parlait de cette notion de conduite du changement. Là, vous parliez effectivement de crainte de partager ces informations sur le métier. Donc, et finalement, on se rend compte que c'est un outil de valorisation des métiers. Ça permet aussi même de segmenter, quand on voit les restitutions, de segmenter un peu toutes les étapes des différents métiers et de tout le process de production, de fabrication, chose que parfois les consommateurs, s'ils sont pas passionnés par le sujet, ne savent pas. La petite remarque, effectivement, c'est que nous, en interne, on se rend compte effectivement que nos clients et partenaires l'utilisent de plus en plus aussi presque comme un levier pour renforcer la marque employeur, puisque le fait d'amorcer cette démarche, c'est aussi pour les gens qui travaillent au sein de ces entreprises, un vecteur de confiance et dans l'engagement de la démarche RSE que l'entreprise met en place. Bon. Est-ce que alors justement, une fois que vous avez onboardé plusieurs entreprises, est-ce qu'il y a des KPI, enfin des récurrents que vous traquez sur chaque
entreprise ou est-ce que d'une structure à l'autre, vous l'utilisez vraiment de manière différente, cette blockchain qui du coup n'est presque plus abordée, on ne parle presque plus du terme blockchain, ce qui est formidable. Oui, et pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, c'est vrai que c'est aujourd'hui, on voit ça comme un outil pédagogique, c'est-à-dire ça remet au cœur de l'expérience client, si on peut parler de ça, la compréhension des schémas de filière ou d'organisation d'approvisionnement, de transformation qui parfois sont oubliés ou inconscients. Si je prends un exemple sur la bière aujourd'hui, quand on fait des études conso, le premier ingrédient qui ressort pour faire de la bière, c'est le houblon et c'est pas le malt. Alors qu'en termes de proportion, c'est essentiellement du malt. Donc on se posait typiquement la question de est-ce qu'on a besoin de réexpliquer ce que c'était que le malt, etc. Donc l'origine, donc c'est un vrai outil pédagogique pour repositionner la fabrication même des produits. Il y a aussi un aspect important sur la partie origination. Aujourd'hui, d'expliquer que ce soit des blés ou des maltes viennent de pas forcément tous en local, ça peut être un parti pris pour des artisans brasseurs qui veulent travailler vraiment en proximité géographique, locale, etc. Sur des brasseurs plus importants, on est obligé d'avoir des bassins d'approvisionnement plus grands, ne serait-ce que pour garantir les volumes ou la qualité au-delà des aléas climatiques. Donc c'est aussi une manière de réexpliquer des contraintes de base de l'agriculture qui font qu'on ne peut pas garantir une qualité régulière des matières premières. Mais nous, notre travail, c'est de sécuriser ces approvisionnements, la qualité, l'homogénéité, pour qu'à la fin, on produise un malt le plus régulier possible pour que les brasseurs aient une régularité des matières premières. Donc ça, c'est un levier important de pédagogie et de remise en avant, au-delà des métiers qui gravitent autour de ça et qu'on est content aussi de mettre en lumière sur ce point-là. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important pour nous. Et du coup, je me suis perdu dans la question que vous avez posée, en fait. Non, mais c'était intéressant, justement, vous avez répondu, c'était justement, Mm. c'était est-ce qu'il y a des KPI particuliers qui ressortent Oui, et les des KPI. informations? Ouais. Alors la base de ce qui nous a permis de démarrer les projets, c'était vraiment l'approche marketing, justement, d'avoir une vision de réassurance, de valorisation et de qualité. Et en fait, on s'est donc avec tous les KPI qu'on peut imaginer sur une web application de restitution qui vont être combien de scans on a eu, combien de temps les gens passent dessus, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Force est de constater, mais on le savait, que ça reste très minime parce que le taux de scan, ça doit pas être la seule ambition. On a vu par ailleurs que ça c'était un véritable support à la communication aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les démarches filières qu'on a eues ont été renforcées par cette capacité de transparence et détaillée. Dire globalement, c'est un peu, vous pouvez voir lot par lot tout ce qu'on fait, donc la manière dont on communique, c'est assez important et sérieux. Et indirectement, comme le disait aussi Hugo, on a beaucoup travaillé sur la capacité à exporter et valoriser nos données. C'est-à-dire que la traçabilité, on l'a réalisé déjà. On a des audits réguliers dans le cadre des filières avec des cahiers des charges très stricts et des contrôles très réguliers. Mais là, la question, c'est de se dire, est-ce que au fil de l'eau, on est capable de partager ces données-là? Donc, ça nous a aussi poussé dans nos retranchements sur certaines situations, certaines digitalisations nécessaires, là où parfois on avait encore une première saisie papier puis une saisie digitale, bah, c'était passé à du tout digital. Donc, il y a eu un gros travail d'excellence opérationnelle sur lequel on a été chercher de l'amélioration et des gains indirects, puisque pour être dans cette dynamique de partage d'informations, il faut en garantir la maîtrise totale au niveau de la data qui est utilisée. Et donc, ça a challengé un petit peu nos équipes en interne. Mais c'est un travail de fond qui, aujourd'hui, est un vrai socle pour imaginer des nouveaux usages de demain, notamment sur cette base de maîtrise de la traçabilité. Super, très clair. Hugo, si tu veux? Oui, c'est un point qui est très important parce qu'en fait, on le voit donc Crystal Chain opère dans différents secteurs, hein. On est notamment dans la partie agroalimentaire, mais on est également dans la partie textile luxe et aussi dans l'économie circulaire. Et c'est ce point commun en fait, le point commun en fait de tous ces secteurs, c'est que la traçabilité est vraiment le socle de beaucoup de sujets qui sont déjà d'actualité. On le voit aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de sujets autour notamment de l'impact de l'impact carbone, notamment de filières dans leur globalité.
enfin, c'est des sujets qui permettent notamment en fait d'être abordés au travers de la traçabilité. Si on a la capacité de pouvoir structurer cette information et de pouvoir en fait en tirer, disons des KPI ou des métriques basées sur de la réalité de la donnée de terrain, et ben on a déjà en fait on a déjà un pied sur cette partie-là qui va devenir de plus en plus importante dans l'avenir. Donc c'est vraiment en fait encore une fois c'est quand je parlais de un petit peu de d'infusion hein, dans le projet, c'est en fait c'est réellement ça, c'est partir en fait de KPI qui peuvent être au début des KPI uniquement sur du marketing, de la communication, et puis qui vont après s'enrichir sur par exemple de la qualité et encore plus avec des données par exemple environnementales et sociales qui devaient être adossées également à des données de traçabilité. Super, merci Hugo. Alors, j'en profite pour poser la question effectivement de Paul parce qu'elle est exactement dans le thème. Les maillons de la filière ont-ils dû renseigner des informations supplémentaires à celles qu'ils fournissaient jusque-là avant leur intégration à la blockchain? Si oui, avez-vous seulement eu besoin d'échanger avec eux pour qu'ils les renseignent ou avez-vous dû faire des compromis? Autrement dit, est-ce que ça a été compliqué ou pas? La chance qu'on a, c'est qu'on s'est adossé systématiquement à des démarches filières qui étaient entre guillemets encadrées, c'est-à-dire qu'on a des contrats filières qui vont, je dirais, sécuriser nos capacités d'approvisionnement et l'ensemble des acteurs qui vont être mobilisés tout au long des process. Donc, sur les bases, les premières réflexions qu'on a eues, on avait une liste de je sais plus combien d'items possibles sur la partie valorisation des informations. Et en fait, via nos études de marché et autres, on a réduit petit à petit pour être le plus efficace possible. Donc, on a fortement restreint les types d'informations qu'on diffuse aujourd'hui via la web application, avec essentiellement des dates, des origines, des localités et puis et parfois des notions de qualité. Mais donc, pour répondre directement, on n'a pas eu besoin de faire de demandes ou d'éléments complémentaires puisque c'était déjà des données qui étaient prévues de collecter dans le cadre des démarches filières. On fait très attention à la partie propriété des données et valorisation. Là-dessus, c'est un point clé et c'est pour ça que les contrats filières sont importants pour avancer. L'idée, c'est aussi enfin, je leur dis encore, hein, l'idée, c'est avoir une histoire à raconter, une démarche et des pratiques à valoriser. Donc, ça veut dire qu'on a des gens qui sont engagés déjà pleinement dans cette démarche-là. Donc, on n'est pas à rajouter un socle sur quelque chose qui n'a pas de valeur ou pas le sens qu'on souhaite donner à travers cette dynamique-là. Donc ça, c'est un point important. Après, on a plein d'autres items sur lesquels on se dit on a de la donnée, on pourrait la valoriser, on y va déjà progressivement, on sait qu'on a déjà un positionnement intéressant. La question, c'est toujours quel est le coût d'accès à la donnée à un moment et la valeur qu'on va en tirer derrière. Donc aujourd'hui, sur les éléments purement marketing, comme on a mis en place sur la web application avec de la transparence, de la pédagogie, de l'information, on considère qu'on est déjà à un niveau confortable d'information. Par contre, comme le disait Hugo, on a d'autres cas d'usage demain qui vont s'appuyer sur la traçabilité en termes de base. Et là, pour le coup, on ira peut-être demander des informations complémentaires et surtout essayer d'évaluer ce qu'on est capable de valoriser ou non. Donc ça, c'est un vrai sujet durable, on va dire, dans le sens où on est en permanence à se poser les questions de quelle information on a besoin pour communiquer sous quel angle. Et c'est bien l'angle de communication qui va être important dans un premier temps, avant même de se dire on a plein de données, donc on peut les partager et les valoriser. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'outil blockchain, c'est d'abord un outil, une innovation qui est utilisée pour, entre guillemets, de responsabilisation pour amorcer une démarche RSE, mais on le voit dans tout ce que, à travers votre témoignage, c'est que c'est aussi un outil de professionnalisation et pédagogique aussi bien, alors on le voyait effectivement hier aussi sur le stand, Cordier avec la cuvée mythique. Il y a aussi bien des informations très pédagogiques pour informer les consommateurs, mais aussi sur la partie plus, légère. Non pas que la partie, process, le soit moins, mais en tout cas sur, comment déguster, avec quel mets accompagner un vin, comment le comprendre, et comment le déguster. Enfin, c'est intéressant aussi d'aller, ça va jusqu'à là, en fait. C'est un vrai levier aujourd'hui. C'est vrai on veut valoriser
la spécificité de chacun des lots qui peuvent être produits. Et c'est vrai que là où sur le malt, aujourd'hui, on met peut-être plus en avant plus d'informations des étapes de transformation ou qu'on l'est sur la partie cordier avec la cuvée mythique en pionnier aujourd'hui. Mais c'est justement, ça montre la trajectoire qui est prise et que on est quelque chose de, je vais réutiliser le mot durable, mais on n'a pas utilisé cette technologie blockchain au même titre qu'un buzzword en disant on va faire ça, on aura fait notre coup de com et puis dans 2 ans on n'en parle plus et on fera autre chose. Pour nous, c'est une vraie conviction de se servir de cette trajectoire-là pour porter et alimenter tout un tas d'autres initiatives qui vont arriver autour et orienter client. Donc, en effet, ajouter des informations pour les vins sur les notes de dégustation. Il y a déjà des sites qui le proposent indépendamment. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin dans l'expérience, d'être contextualisé par rapport à un lot, par rapport à un millésime, et petit à petit d'onboarder davantage de clients, de partenaires pour aller chercher une gamme plus large ou plus d'informations dans la restitution et se différencier. Sur la partie vin notamment, aujourd'hui, on a des enjeux sur la partie étiquetage, sur la réglementation qui arrive. Voilà, ça pose des questions de comment on arrive à optimiser et faire, plutôt que d'avoir un empilement de différentes réglementations ou opportunités, c'est vraiment de dire comment on a un réceptacle qui se dessine et qui devient un standard ou un levier qui trouve du sens et qui fluidifie tout ça. Et plutôt que d'empiler, sinon on voit les choses arriver, on va avoir 12 QR codes sur les étiquettes de vin parce qu'il en faudra une pour le réglementaire, une pour le marketing, une pour je sais pas quoi. Enfin voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se poser ces questions d'optimisation en permanence. Parce qu'on est en ressources limitées, donc à un moment, quand on commence à accéder à des informations, on se pose la question de comment on peut les valoriser plusieurs fois. Et puis surtout, l'idée, c'est d'avancer et d'avoir une vision à moyen long terme de la technologie au service de nos ambitions, et pas d'empiler des choses et puis de pas vraiment voir où on va. Merci beaucoup. Alors, vous avez partiellement répondu à la dernière question qui était les prochaines étapes. Peut-être Hugo aussi sur sur les outils inhérents également à la blockchain et mis en place par Crystal Shine. Peut-être tu peux développer aussi. Oui, alors en fait, nous, notre expertise en fait reste sur la traçabilité. Après, l'outil blockchain en fait est là vraiment pour sous-tendre la traçabilité qu'on propose à nos clients. Mais comme le disait Benoît, hein, c'est vraiment une dimension de trajectoire. Aujourd'hui, tous nos clients en fait viennent avec disons un projet d'entrée, mais qui s'intègre en fait dans quelque chose de beaucoup plus global. Donc, on peut le voir aujourd'hui en effet sur la partie vinicole avec de la réglementation qui pousse les acteurs à partager de plus en plus d'informations. On peut le voir également dans le domaine du textile, également avec de la réglementation qui est mise en place, notamment avec la loi AGEC. Donc, on voit en fait réellement ce changement opérer. Et la différence se fera sur les acteurs qui ont su prendre, qui sauront prendre cette vague de structurer la donnée. La donnée, en fait, est nécessaire. Demain, elle sera indispensable. Les systèmes en fait existants ont été des systèmes qui ont été centralisés depuis de nombreuses années. Donc chacun en fait est responsable, est en capacité de pouvoir gérer, disons, son petit périmètre intra-entreprise. Le problème étant que maintenant, ce qu'on demande, c'est justement d'ouvrir ces systèmes et de pouvoir permettre à des systèmes d'opérer les uns avec les autres et de pouvoir remonter des chaînes de traçabilité dans leur globalité. Donc ça induit quand même une complexité d'accès à l'information, une capacité aussi d'explication et de pédagogie auprès des acteurs sur la nécessité de le faire, même si la réglementation n'est pas encore en place. Les choses bougent dans ce sens et c'est en tout cas dans ce sens de l'histoire que nous allons avec des démarches comme on l'a aujourd'hui avec le groupe Indigo. Super, merci. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions. On a déjà répondu à une première question d'un participant. Deuxième question qui s'adresse à tous les deux. Combien de temps pour la mise en place d'un projet de traçabilité pour une entreprise du groupe? Voilà. Euh,
Si je fais rapidement, on a dû mettre les premiers pilotes blockchain, on a dû mettre 1 an. La partie Malte, je crois qu'on a mis 6 mois, je pense, à faire la première plateforme. Et je pense que sur Cordier, on a dû mettre 6 ou 8 semaines. Donc, bon, je pense que ça démontre la capacité de la maîtrise à comprendre un peu les éléments où on va et être de plus en plus focus. Mais après, l'idée, c'est pas forcément d'aller vite parce qu'il y a une vraie conduite du changement qu'il faut pas sous-estimer, hein, puisqu'on est vraiment dans une logique de partage d'informations de manière systématique. Donc, je pense qu'on a pu accélérer parce qu'on a eu cette confiance en interne et ces partages de retours d'expérience, de bonnes pratiques, de business unit à business unit. Donc, ça a permis d'accélérer et puis de se poser parfois un petit peu moins de questions. Mais je pense que c'est important de prendre du temps pour s'assurer de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit en interne ou sur les effets de bord avec l'amont ou l'aval de la filière. Après, ça dépend de la complexité aussi des installations entre aller chercher de la traçabilité sur une usine de manière unique et avec un système d'information dédié ou d'aller chercher sur 6-7 usines en parallèle. Ça peut nécessiter des adaptations aussi. Mais voilà, il faut pas confondre vitesse et précipitation sur ces sujets. Ce qui est certain, c'est que par contre, il y a un effet de bonification dans la gestion du temps et la rapidité sur le fait de dire qu'on en fait plusieurs et aussi enfin, je leur dis encore sur cette notion de long terme et pas en one shot où on sent que c'est un investissement dans la durée. Donc ça permet aussi de capitaliser et puis de mobiliser des ressources plus ou moins dédiées en termes de gestion de projet, par exemple, ou d'animation. Hugo, peut-être? On est tout à fait. En fait, c'est vraiment voilà, c'est comme l'a dit Benoît, c'est un investissement en fait. Et sur le premier projet, en effet, on peut mettre un petit peu plus de temps pour aussi connaître les informations importantes à remonter, comprendre un petit peu ce qui est important au sein de la filière, structurer tout ça, et puis de plus en plus avancer de façon systématisée, filière après filière, et puis aussi parce que Crystal Chain a maintenant quand même une expertise de nombreuses années dans des filières différentes. Donc c'est aussi en fait du partage de best practice entre des secteurs. Ça peut être aussi ça le vrai atout. C'est de Tout à voir en fait. fait des similitudes d'approche et de pouvoir aussi en faire bénéficier des clients dans des secteurs différents. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce que vous avez expliqué tous les deux, c'est que la donnée qui est récupérée, elle peut avoir une utilité multiple et que elle peut répondre à des besoins autres que la démarche RSE. Enfin, ça peut être plus large que ça, hein. On a une question également, peut-être plus pour Benoît. Est-ce que ça permet à vos clients brasseurs d'avoir des avantages en termes de distribution, d'avoir du malt tracé? Alors, on a quelques réseaux de distribution qui sont assez sensibles à cette capacité de preuve et sur lesquels on va pouvoir avoir des référencements favorisés. On a vraiment deux approches, hein. Il y a le côté, on a beaucoup d'artisans brasseurs qui veulent valoriser le fait d'être très local. Donc l'idée, c'est presque de montrer qu'il n'y a qu'un seul point entre l'exploitation agricole, la malterie, les brasseurs, enfin que tout soit très rapproché pour valoriser cette localisation maîtrisée. Et ça permet du coup de valoriser des terroirs, notamment qu'on met beaucoup en avant dans ces démarches-là. Et donc ça c'est pour des réseaux un peu plus confidentiels. Par contre, sur des réseaux de grande distribution qu'on peut avoir sur des grandes enseignes, on sait qu'il y a, enfin, je pense que c'est connu, mais des gens comme Carrefour qui ont des grosses ambitions sur la partie blockchain, qui ont été assez pionniers sur le sujet notamment, sont assez sensibles au fait d'avoir des produits qui puissent répondre à cette ambition de transparence et de valorisation. Et je pense que ça sera de plus en plus vrai. Aujourd'hui, on est encore dans un effet bonus. S'il y a ça, s'il y a ce QR code avec ces informations derrière, ça peut permettre de passer devant. On a eu le cas, nous, sur des référencements de produits où le fait d'avoir adossé la technologie blockchain nous a favorisé des référencements ou des négociations. Et demain, je pense que ça sera, à mon sens, peut-être un incontournable pour ceux qui ne l'ont pas. Ça sera
possiblement plus difficile. Donc, je pense qu'on est encore dans cette phase un peu charnière, mais c'est aussi pour ça qu'on pousse beaucoup, nous, sur ces sujets-là et d'être en maîtrise pour que nos clients puissent compter sur nous pour les accompagner sur ces sujets. Et de toute façon, vous pourrez aussi, parce que vous parlez d'une démarche à long terme, bénéficier de l'expérience que vous avez acquis au fur et à mesure de l'utilisation de ces informations, hein. Oui, l'idée, c'est d'enrichir année après année avec des nouveaux cas d'usage sur les produits, alors que ce soit d'un point de vue expérience utilisateur, mais aussi sur des sujets d'excellence opérationnelle vis-à-vis de nos clients ou de nos fournisseurs pour imaginer d'autres leviers de valorisation, peut-être un peu moins orientés marketing et un peu plus industrie. Alors j'ai une dernière question et comme ça on restera presque dans le timing. Peut-être plutôt pour Hugo, cette question, comment adapter les données à la plateforme si elles viennent de, 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 de ressources différentes? Alors, en fait, c'est plutôt la plateforme qui s'adapte aux données. En fait, on vient capter les informations qui sont déjà dans des systèmes. Ça peut être des ERP, ça peut être à minima dans des fichiers Excel. Le but, en fait, et l'accompagnement aussi de Crystal Chain, c'est réellement justement cette compréhension de ce qui se passe dans la filière et sur le terrain. Donc, en fait, c'est quoi en pratique? C'est vraiment des déplacements de chefs de projet chez nous qui viennent comprendre la réalité en fait de ce qui se passe sur place. Donc, on a notamment eu la chance de pouvoir visiter la malterie côté soufflé. C'est de vraiment coller au plus juste en fait de la réalité de terrain. Enfin, surtout là-dessus, le risque c'est de proposer en fait à des gens de refaire ce qu'ils ont déjà sur place, donc la double saisie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on combat au maximum, c'est de pouvoir récupérer les données là où elles sont et de pouvoir paramétrer notre outil, notre plateforme logicielle, pour qu'elle puisse répondre justement aux enjeux et aux spécificités de chaque filière. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a partagé vos adresses mail si jamais il y avait encore d'autres questions. Benoît, Hugo, je vous remercie beaucoup. Je vois que ça s'agite quand même, Hugo, derrière toi au salon, donc je crois qu'il est temps de laisser la place. Et puis, merci encore. Très bonne fin de Merci à vous. journée et à Merci. bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Bonne Merci, au fin de journée. revoir.